Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans ce premier chapitre, nous abordons les notions de base et les outils mathématiques de la mécanique rationnelle. Ce cours introductif vous permettra par la suite d'aborder aisément les différents chapitres du cours mécanique rationnelle dispensé pour la formation de licence en génie mécanique. Dans cette première partie, on va présenter une introduction générale à la mécanique rationnelle. La mécanique est une branche de la physique qui a pour but de décrire et prévoir les mouvements, voire l'équilibre des objets, appelés systèmes matériels, en relation avec les forces qui provoquent ou modifient ces mouvements ou créent des déformations. D'une façon plus simple, on peut dire que la mécanique est la science qui étudie tout ce qui produit ou transmet un mouvement, une force ou une déformation en établissant un modèle ou des modèles mathématiques. Nous, dans ce cours, on est particulièrement intéressés par la mécanique rationnelle newtonienne, souvent qualifiée depuis les travaux d'Albert Einstein de mécanique classique, et qui traite de l'étude des systèmes indéformables de point de vue statique et dynamique. L'étude statique aborde l'équilibre du système en s'intéressant à l'équilibre des efforts qui lui sont appliqués. Par ailleurs, la dynamique étudie le mouvement du système matériel considéré de point de vue cinématique et cinétique. La cinématique décrit le mouvement du système sans s'intéresser aux causes qui ont donné naissance au mouvement. Par ailleurs, la cinétique établit le lien entre les grandeurs cinétiques, comme la quantité de mouvement du système, et les efforts appliqués sur lui pour expliquer les différents mouvements qui naissent. En outre, la mécanique newtonienne permet d'aborder les questions relatives au système de solides qui traitent du comportement des mécanismes ou systèmes mécaniques constitués de pièces rigides en général et parfois déformables. Son objectif principal étant la détermination des performances d'un système réalisant une fonction entrée-sortie bien déterminée en vue d'établir un dimensionnement adapté à l'usage envisagé. L'étude de la mécanique classique repose sur plusieurs principes fondamentaux établis expérimentalement, parmi lesquels on citera l'additivité des forces. En effet, deux forces agissant sur une particule peuvent être remplacées par une force unique équivalente appelée résultante, obtenue en dessinant la diagonale du parallélogramme dont les côtés correspondent aux forces de départ. Le deuxième principe sur lequel se base la mécanique classique est le principe de transmissibilité. En effet, l'équilibre ou le mouvement d'un corps rigide n'est pas modifié si l'on remplace une force agissant sur un point donné du corps par une autre force de même grandeur et de même direction appliquée à un autre point du corps à condition que les forces soient situées sur la même ligne d'action. On rajoutera les trois lois de Newton. La première loi, un objet libre d'influence extérieure se meut à une vitesse constante dans un référentiel inertiel. Ainsi, lorsque la force résultante agissant sur une particule est nulle, cette particule reste au repos si elle était initialement au repos, alors qu'elle poursuivra son mouvement à vitesse constante suivant une ligne droite si elle était initialement en mouvement. La deuxième loi de Newton stipule que lorsque la force résultante agissant sur une particule n'est pas nulle, cette particule subira une accélération proportionnelle à la grandeur de la force et selon la même direction qu'elle a. La troisième loi de Newton stipule que les forces d'action et de réaction agissant sur deux corps qui se touchent
c'est-à-dire interagissent entre eux, sont de même grandeur mais de sens opposé. De plus, elles agissent selon la même ligne d'action. Enfin, on rajoute la loi de la gravité universelle de Newton. Deux particules de masse respectives, grand M et petit m, s'attirent mutuellement selon des forces égales mais opposées. Donc, ces lois sur lesquelles repose la mécanique rationnelle vont servir par la suite pour développer les différents concepts et les différents outils qui vont nous permettre de modéliser l'équilibre et le mouvement des différents systèmes matériels. En particulier, dans ce cours, on s'intéressera aux corps rigides qui vont donc par la suite développer dans les différents chapitres de ce cours. Il est important dans un premier temps de définir le domaine de l'étude menée dans le cadre de ce cours. En effet, les aspects présentés dans la suite se situent dans le cadre de la mécanique newtonienne classique où la taille des objets est relativement grande, elle est supérieure au nanomètre et leur vitesse est relativement inférieure à la célérité de la lumière qui est de l'ordre de 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. En outre, il est important de comprendre la notion du point matériel qui va être évoquée tout au long de ce cours. Donc le point matériel est un objet idéal dont les dimensions sont petites, donc négligeables, devant les distances caractéristiques du mouvement étudié. Il est modélisé par un point géométrique. En fait, l'étude des objets tels qu'ils sont dans beaucoup de situations est une tâche délicate, ce qui ramène les physiciens à adopter des simplifications et de considérer que l'objet est ramené à un point particulier qui est un point matériel qui coïncide avec son centre de masse. Et l'étude de l'objet dans l'espace se ramène à celle de l'étude de ce point matériel. Par ailleurs, l'étude du mouvement de ce point matériel doit se faire par rapport à un référentiel. La notion de référentiel est primordiale en mécanique. Elle consiste à définir des observateurs et ces observateurs disposent généralement d'une référence temps ou d'un chronomètre. On introduit maintenant la notion de masse. En mécanique newtonienne, on associe à tout point matériel grand M une masse petit m. La masse d'un objet caractérise la quantité de matière qu'il renferme. C'est une rondeur scalaire positive qui se conserve au cours du temps et qui est indépendante du référentiel choisi. La masse est une grandeur additive car la masse totale d'un système de points matériels est égale à la somme des masses de chacun de ses constituants. La masse d'un corps est une grandeur fondamentale en mécanique car elle traduit l'inertie du corps, c'est-à-dire la résistance à la mise en mouvement du corps. En effet, plus la masse d'un objet est grande, plus l'action nécessaire pour provoquer ou modifier son déplacement doit être importante. On passe maintenant à la notion de solide. On considère en mécanique divers types de solides selon le type de problème à traiter. On parlera de solide réel, déformable ou parfait. Le solide réel représente un ensemble physique dont l'aspect paraît invariable lorsqu'on le soumet à des sollicitations diverses. Sa masse reste ainsi constante, par contre sa forme varie très faiblement selon les sollicitations qu'on lui impose. Par ailleurs, le solide déformable représente un ensemble physique dont la déformation doit être prise en compte. Sa masse reste constante, mais sa forme varie de façon prévisible. Enfin, le solide parfait, c'est un modèle
idéal ou parfait, où la masse ainsi que la forme restent inchangées. La distance entre deux points quelconques est invariable au cours du temps. C'est le corps rigide. En mécanique classique, la notion de temps est un concept autonome. C'est une grandeur absolue et uniforme. Il s'écoule de manière uniforme, donc de la même manière dans tous les référentiels, quel que soit l'observateur qui la mesure. Le temps permet de mettre en œuvre des études qui portent sur le mouvement des corps et de répondre particulièrement à la question « quand ». On parlera d'instant T dans un ensemble muni d'une chronologie. Ainsi, il est possible d'introduire un repère de temps qui représente la variable de temps. La durée écoulée entre deux événements ou deux instants est mesurée au moyen d'une horloge ou chronomètre. Tout mouvement périodique, mouvement qui se reproduit identiquement à lui-même à intervalles de temps successifs et égaux, pris comme unité de temps, peut servir comme référence. L'espace dans lequel nous allons travailler est celui qui nous entoure, modélisé par un espace affine, réel, euclidien. Dans cet espace se trouvent des points qui peuvent constituer des droites ou des plans. Repérer des déplacements dans cet espace conduit à la notion de vecteur et nécessite l'utilisation de repères d'espace. L'unité de référence pour la mesure des distances dans cet espace est le mètre. Un repère d'espace, ou simplement espace, est défini par une origine grand O qui est fixe dans le référentiel et des axes de référence orthonormés, c'est-à-dire orthogonaux et munis d'une unité de longueur, comme le montrent les figures A et B. Ils vont permettre à l'observateur d'étudier le mouvement. Dans le cas 2D, donc figure A, on a besoin de deux axes. Dans le cas 3D, c'est le cas de la figure B, on a besoin de trois axes. Les trois axes forment un trièdre direct. L'étude du mouvement, par ailleurs, dans le plan nécessite uniquement deux axes, OX, OY, et donc, à chacun de ces axes, il est associé un vecteur unitaire. En 3D, on a respectivement UX, UY, UZ. Ce sont les vecteurs unitaires qui forment une base orthonormée directe de notre repère. En mécanique classique, il existe des repères d'espace préétablis qui peut être judicieux d'utiliser suivant la nature et le mouvement de l'objet étudié. On citera à titre d'exemple le repère de Copernic dont l'origine définissant ce référentiel correspond au centre d'inertie du système solaire confondu avec le centre d'inertie du Soleil. Les trois axes du repère sont dirigés vers trois étoiles qui s'éloignent du Soleil toujours dans la même direction. On définit également le repère géocentrique. Ce repère caractérise donc le référentiel qui a pour origine le centre de la Terre et les trois axes sont les axes qui restent parallèles à ceux du référentiel de Copernic. Enfin, le repère terrestre, dont l'origine de repère choisie est liée à la surface de la Terre, ainsi que les trois axes. C'est un référentiel en rotation uniforme autour d'un axe nord-sud fixe dans le référentiel géocentrique par rapport au référentiel
donc géocentrique. Sur la base de ce qui a été étudié jusqu'à présent, nous allons introduire les deux notions fondamentales de référentiel et d'observateur. En effet, pour étudier le mouvement d'un point matériel M ou d'un corps rigide, il faut définir d'abord un référentiel ou observateur par rapport auquel on va mener l'étude. Et pour cela, il faut définir une base orthonormée directe. Par exemple, la base UX, UY et UZ, illustrée sur cette figure-là. Elle est composée de trois vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux, de normes unitaires et respectant la règle du tire-bouchon. Donc, l'adjonction du point O, qui représente l'origine du repère à une base orthonormée directe, définit le repère orthonormé direct O, UX, UY et UZ. Comme le point M observé par notre observateur est en train de se mouvoir dans l'espace et dans le temps, il faut que l'observateur soit capable de préciser la position de M à chaque instant en mesurant le temps t. L'adjonction du temps t à un repère définit le référentiel R, O, UX, UY, UZ et T, qui spécifie précisément la notion d'observateur. Comme le temps s'écoule de la même manière dans tout référentiel, il est inutile de préciser dans l'écriture du référentiel R le temps. Donc on a enlevé le temps de l'écriture du référentiel. Ainsi, un référentiel est un ensemble de points, tous fixes les uns par rapport aux autres. L'observateur, c'est lui qui étudie le mouvement d'un point et c'est lui qui est immobile dans ce référentiel. Un référentiel peut être caractérisé par son nom. On parlera par exemple repère train, repère terrestre ou par un repère associé. Tout ce qui est fixe dans ce repère constitue le référentiel. Attention, pour un référentiel donné, il existe une infinité de repères possibles, mais pour un repère donné, il n'existe qu'un référentiel associé. En mécanique classique, il existe des référentiels avec des repères d'espace préétablis qu'il peut être judicieux d'utiliser suivant la nature et le mouvement de l'objet étudié, notamment le référentiel de Copernic. Pour ce référentiel, l'origine du repère correspond au centre d'inertie du système solaire. Les trois axes du repère sont dirigés vers trois étoiles, alpha, bêta, gamma, qui s'éloignent du Soleil toujours dans la même direction. Le référentiel de Kepler, appelé également héliocentrique, c'est une translation du référentiel de Copernic. Il est défini au centre du Soleil. Le référentiel géocentrique, le repère caractérisant ce référentiel a pour origine le centre de la Terre. Les trois axes sont des axes qui restent parallèles à ceux du référentiel de Copernic. Le référentiel terrestre, son origine est choisie liée à la surface de la Terre, ainsi que les trois axes peuvent être orientés selon le choix de l'observateur. C'est un référentiel en rotation uniforme autour d'un axe nord-sud fixe dans le référentiel géocentrique par rapport au référentiel géocentrique. Par ailleurs, il existe un référentiel privilégié appelé référentiel galiléen dans lequel le mouvement d'un système isolé est rectiligne et uniforme, donc la quantité de mouvement d'un système isolé reste constante. Le caractère privilégié du référentiel galiléen provient du fait que les lois de la mécanique newtonienne classique, et notamment le principe fondamental de la dynamique, ne sont valables que dans ce type de référentiel.
L'expérience montre qu'un référentiel lié à la surface de la Terre pourra être considéré comme galiléen pour de nombreux systèmes mécaniques à condition, par exemple, que leur vitesse soit très inférieure à celle de la lumière et que le temps de l'expérience ne soit pas trop long. Par la suite, nous noterons RI les référentiels d'études qui seront tous supposés galiléens. En fait, le choix d'un référentiel a un sens physique et correspond à la formalisation de la notion d'observateur. Par contre, le choix d'un repère n'est qu'une commodité de calcul et peut être modifié à volonté a posteriori. On notera également qu'un référentiel en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est lui aussi galiléen. On passe maintenant à la notion d'orientation de l'espace. L'orientation correcte de l'espace est importante pour uniformiser la lecture des différentes données, particulièrement l'orientation. Orienter l'espace, c'est distinguer les repères directs de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, on appelle sens direct ou sens positif le sens de rotation indiqué par la règle du tire-bouchon qu'on voit ici sur cette figure-là. C'est la règle introduite par Maxwell, ou la règle des trois doigts de la main droite, ou tout simplement la règle de la main droite qu'on voit ici sur cette figure. Donc l'application de ces règles-là nous permet de définir le sens positif qui est indiqué sur cette figure. Donc c'est le sens positif des rotations. Donc on distingue le sens positif de rotation de Y vers Z, ou le sens positif de rotation de Z vers X, et enfin le sens positif de rotation de X vers Y. Ce sens positif, il est primordial lors de l'établissement du calcul vectoriel entre les différents vecteurs, donc ça nous permettra de définir le bon signe. Ainsi, le choix du sens direct permet de construire des bases directes dans lesquelles le sens direct est défini simplement par permutation circulaire directe. Donc, rappelons que dans une base orthonormée directe, comme celle ici, EX, EY, EZ, qu'est-ce qu'on a? Le critère de normalité, donc on a le module de EX est égal à celui de EY égal à celui de EZ est égal à l'unité. Le critère d'orthogonalité stipule que EX est perpendiculaire à EY, EY est perpendiculaire à EZ, et enfin EZ est perpendiculaire à EX. Le critère de direct, donc base directe, c'est quand on tourne de EX vers EY, donc on a, c'est EZ qui est mis en jeu. Quand on tourne de EY vers EZ, donc on a une rotation autour de EX. Donc EX, c'est l'axe de rotation. Quand on tourne de EZ vers EX, donc c'est une rotation autour de EY. Après avoir introduit la notion d'orientation d'espace, on va parler maintenant de l'opération de paramétrage de la posture d'un solide par rapport à un repère. En mécanique classique, l'étude du mouvement d'un solide se ramène à l'étude de la variation au cours du temps de sa posture par rapport à des référentiels donnés. Le terme posture désigne en fait la position et l'orientation du solide qu'il faut maîtriser par le biais d'un paramétrage adéquat en la définissant par rapport à des référentiels bien définis. En effet, pour définir la position du solide S de la figure ci-contre, il faut commencer par lier à ce solide un repère R1
d'origine O1, X1, Y1, Z1, et ensuite définir la position du repère R1 par rapport au repère R, ainsi que son orientation. Le repère R1 est caractérisé par son origine O1 et sa base X1, Y1, Z1. Nous devons donc définir la position de l'origine O1 dans R et l'orientation de la base X1, Y1, Z1 de R1 par rapport à la base X, Y, Z de R. La définition de l'orientation du repère R1 peut se faire par le biais des angles de l'air. On passe maintenant aux notions de scalaire, champ et vecteur. En général, on utilise les scalaires et les vecteurs pour représenter différentes quantités physiques. Une quantité scalaire est un nombre affecté d'une unité, comme par exemple la masse qu'on mesure avec une balance, la température qu'on mesure avec un thermomètre et la pression qu'on mesure par exemple avec un baromètre. D'autres grandeurs physiques dont la valeur change avec la position par exemple font appel à une notion plus générale qui est le champ de scalaire, comme par exemple le champ de température et de pression qu'on voit quotidiennement dans les émissions de météo. Le champ est défini par une infinité de nombres qui représentent l'évolution de la quantité scalaire dans l'espace. Les quantités vectorielles diffèrent des quantités scalaires par le fait qu'elles ne peuvent être définies que si l'on prend soin de préciser la direction, le sens, le point d'application et l'intensité de leur action. On peut citer comme par exemple les vecteurs les plus communément utilisés en cinématique, notamment les vecteurs position, vecteur vitesse et vecteur accélération. Ce sont des grandeurs physiques vectorielles d'usage courant en mécanique rationnelle. On passe maintenant au système d'unités. Le système international d'unités, abrégé en SI, inspiré du système métrique, est le système d'unités le plus largement employé au monde. Le système international d'unités se compose d'un ensemble d'unités de base et d'unités dérivées et de multiplicateurs à base décimale qui sont utilisés comme préfixes. En effet, dans le système SI, la longueur, la masse et le temps donnent les unités fondamentales, soit respectivement le mètre, désigné par la lettre M, le kilogramme, désigné par kg, et la seconde, désignée par S. L'unité de force dérivée des trois autres s'appelle le newton. Un newton correspond à la force qui donne une accélération de 1 mètre par seconde au carré à une masse de 1 kg. L'équation fondamentale F est égale à ma ou m gamma permet d'écrire que 1 newton est égal à 1 kg fois 1 mètre par seconde au carré. Les unités du système SI constituent un système absolu d'unités, c'est-à-dire que les trois unités fondamentales restent indépendantes du lieu où les mesures sont prises. Autrement dit, le mètre, le kilogramme et la seconde ont la même signification et la même grandeur partout sur la Terre ou même sur une autre planète. Le tableau ci-contre résume les unités fondamentales utilisées en mécanique.